de condamnation où des gens vont passer du temps en prison pour quand même encore des choses super dérisoires. Hein. Surtout avec des systèmes de comparution immédiate comme on peut avoir dans notre pays. Et puis, on sait, ça dans tous les pays, plus on construit des nouvelles places de prison, plus on incarcère. Et en France, on est dans cette logique-là, d'ouvrir des nouvelles... Ouais, de nouvelles places. C'est un système qui se nourrit de lui-même. Ouais, tout à 15 000 fait. places d'ici 2027, en plus. Ouais. Que deviendraient les gardiens de prison si Bah, prison, c'est pas seulement les gardiens de prison, c'est que la plupart des prisons elles sont confiées en gestion à des groupes, à des entreprises privées. Hein. Ok. Ah bah oui. Je vais pas les dire parce que j'ai peur de dire des bêtises, mais en France il y en a 3 principales. Bah oui, la gestion de la nourriture, de la blanchisserie, tout ça c'est des entreprises privées. Et donc, bah oui, il y en a qui disent que c'est un système économique qui doit continuer à tourner. Et qui les paye? Bon, on les paye moins, c'est pour ça. Qui les paye? Bah, nos impôts. C'est pour ça qu'on les paye moins. Faut que ça rapporte la prison. Ouais. Mais c'est Louis Vacon, je crois, qui avait fait un livre sur les prisons, c'est le goulag américain. Je l'ai pas lu. Où il parlait que c'était les détenus qui construisaient eux-mêmes les prisons. Ah oui. Ouais, j'ai pas entendu parler de ça. Je sais pas si le... Michael Moore aussi, dans l'un de ses films, fait le tour des prisons comme ça, et il témoigne de ça. Ouais, bah oui, ce serait pas... Parce que je crois qu'il y avait un élu, je sais pas si c'est Carter, qui est allé en Chine et qui avait ramené les droits de l'homme en Chine. Et le dirigeant chinois lui a dit, mais vous aussi, vous avez vos prisons chez vous qui sont pas... Bon, alors, par contre, les prisons en Chine, on n'en sait pas grand-chose. Hein. Ah oui, voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas peut pas aller chercher des informations. Ouais. Ce qui est intéressant avec le témoignage québécois de Louise, c'est que elle est au début de son incarcération, elle est très individualiste en fait, vraiment très ultra-libérale. Voilà. Et à la fin, elle a changé du tout au tout. Elle fait partie d'une association, je crois, de soutien aux détenus. Ouais. Elle a écrit un bouquin qui raconte les conditions d'incarcération dans cette prison, Leclerc. Il y a un film, je crois, qui est tiré du bouquin d'ailleurs. Oui, un documentaire. Un documentaire. Et elle dit qu'elle est devenue féministe. Enfin, pour moi, ça a été peut-être le plus beau témoignage de transformation. Alors comme tu disais, c'est pas grâce à l'administration pénitentiaire, Non. mais c'est grâce aux interstices et au point d'appui qu'elle a réussi à trouver tout à fait. à l'intérieur. Et grâce aussi à la prise de conscience des mécanismes systémiques, quoi. Enfin, de se dire, il y a quelque chose qui cloche pas dans la façon... Enfin, la réponse carcérale, c'est pas une réponse efficace, en fait. Mais... Ouais, mais c'est... je sais pas si c'est l'efficacité qui est... je sais pas si c'est l'efficacité qui est voulue, mais c'est l'espèce de besoin humain de punition ou de réprimer. C'est pas vraiment pour que ce soit... Enfin, oui, donc, efficace. mentalement, c'est intéressant de se dire pour une société que ce soit utile, mais je crois qu'en fait, le besoin là-dedans, c'est genre... t'as fait ça, enfin, en fait, on va te punir. Oui, enfin, mais t'as raison, sauf que pas voulu, après, quand même, dans des systèmes plus démocratiques comme les nôtres, on nous vend l'incarcération comme une possibilité de réinsertion, comme une possibilité de réhabilitation, comme d'ailleurs, il y a des conseillers des CEPIP, des conseillers d'insertion et de probation maintenant en détention qui aident les détenus à s'insérer, bien sûr, alors qu'ils ont un nombre de dossiers complètement effarants à gérer par rapport au temps qu'ils ont. Donc, mais justement, si on se dit que la réponse carcérale, c'est un peu l'échec de toutes les réponses précédentes de politique publique.
ben on pourrait se dire, ok, les personnes qui arrivent là, c'est vraiment celles qui en ont le plus besoin, faisons quelque chose pour les remettre en selle et pour que nous, société, on puisse vivre à côté d'elles et eux une fois qu'ils seront sortis et pouvoir compter sur eux. Mais sauf que les systèmes carcéraux, pour le moment, c'est pas du tout ça qu'ils font. Ils ont vraiment tendance à détruire, mais ces systèmes prennent de l'ampleur. C'est ça, en termes de place, en termes de... Donc... Ça, comment ça se fait que ça nous explique pourquoi ça prend de l'ampleur? Ben, c'est lié... un truc qui grossit toujours... Ouais, ben, c'est lié d'abord à l'évolution des politiques législatives. Il y a des lois de plus en plus contraignantes. Toujours. Ça s'arrête jamais. Ouais. Donc, ben voilà, plus on fait des lois qui criminalisent certaines actions, plus les gens vont en prison. Et ça, c'est quand même la première... Et puis, bah, c'est ça, c'est des politiques sécuritaires où on va répondre à des... En fait, c'est ça, on répond à des problèmes sociaux par l'incarcération, en fait. Alors que quand on voit, je ne sais pas si vous avez déjà vu des documentaires sur des comparutions immédiates, par exemple, on peut voir qu'en 15 minutes, des personnes sont jugées. Et alors, même en 15 minutes, on perçoit que la personne, clairement, alors oui, elle a commis un acte illégal, ok, mais quand elle écoute juste, elle raconte en 15 minutes son contexte de vie, où elle en est et tout ça, tu te dis, mais c'est sûr que passer même 6 mois en prison, ça va vraiment pas l'aider. Et c'est pas ça, c'est pas de ça que cette personne a besoin. Mais c'est aussi la solution facile, en fait. C'est la solution facile. Il suffit d'aller à des audiences publiques du tribunal d'instance à Rennes, par exemple, pour voir comment est traité. Enfin, je me rappelle une fois, il y a eu le témoignage de quelqu'un qui passait devant le tribunal, il avait volé un CD, Ouais. et bon, il était d'origine étrangère, il n'avait pas de travail, 7 mois de prison, quoi. C'était... Et à côté de ça, on voit effectivement la délinquance au col blanc, ça passe crème, voilà. Et, du système politico-mafieux à l'œuvre un peu partout dans le monde. Et c'est ceux-là même qui font passer des lois pour construire des nouvelles prisons, quoi, en fait, hein. Mais pour aller enfermer des pauvres. Ouais, puis c'est aussi la réponse sociale la plus économique, sans doute. C'est moins cher que de, je sais même pas. de payer Et en des fait, travailleurs sociaux avant l'incarcération. Je sais même pas. Je sais même pas parce que et puis on ne sait pas parce que la politique carcérale c'est une des politiques publiques qui n'est jamais évaluée en fait. C'est ça. On évalue les politiques de santé, d'éducation, mais la politique carcérale on ne sait pas. On jamais évalué, donc je sais même pas si ça coûte pas plus que d'embaucher des travailleurs sociaux qui pourraient avant. Parce que je sais plus, à un moment donné dans le livre aussi, je crois que c'est la néo-zélandaise qui parle de tout ce qu'elle... l'aide à la réinsertion dont elle a bénéficié, qu'elle a l'air chouette. Ouais. Elle parle d'un truc enveloppant, ça veut tout dire. Ouais. Et tu te dis, mais c'est mince, si elle avait été enveloppée avant, elle, oui. voilà, Ouais. on aurait pu éviter ça. Je pense qu'il y a une défaillance de notre société aussi complète. D'abord dans l'écoute et dans le soin aux personnes victimes de violences en fait. C'est d'abord là que ça se joue en fait. Ouais, je pense c'est tout quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes en prison, c'est à cause de ça, un manque de soins apportés à des gens qui sont démunis, des familles, des enfants, des mères, de soins, puis d'aide sociale aussi, d'aide à vivre, quoi, tout à fait. L'argent, etc. Ce qu'on nous dit parfois, ce qu'on nous dit parfois, c'est que la prison moderne telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est issue de la Révolution française. Alors, il y a écrit liberté, égalité, fraternité sur le fronton des prisons. Et que sa finalité, à l'origine, c'était pas de punir, justement,
mais c'était de réinsérer, enfin voilà, de rééduquer quelque part, hein, voilà, les personnes qui auraient fait un pas de côté. Voilà. On se rend compte que dans une société de plus en plus inégalitaire, non démocratique, etc., c'est le rôle punitif quoi, qui ressort et qui vient même l'exclusivité du rôle dévolu et même qui est mis en avant en fait par les pouvoirs publics. Hein. L'objectif c'est vraiment, quand ils ne le disent pas en tout cas, c'est ce qu'ils racontent, c'est l'idée de mettre à l'écart les personnes potentiellement dangereuses en fait, mais on ne sait pas dangereuse en quoi en fait, et par rapport à qui non plus d'ailleurs. Mais c'est pas nouveau. Non. On disait la racaille, Sarkozy quand il insultait. Mais c'est. Ça a toujours été comme ça. Je voulais parler du problème de la pénalisation aussi, comment on est du cannabis, hein, toutes les condamnations qui font aussi qu'il y a énormément de personnes qui vont en prison. Et que dans d'autres pays, par exemple le Portugal, où il y a des préventions au niveau des soins qui sont effectuées, il y a une baisse énorme des consommateurs, il y a des soins qui sont donnés, et il y a une baisse aussi. Mais en France, on n'est pas encore apte à... Non, on n'en est pas dans cette réflexion-là, sûrement aussi parce qu'il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux politiques, bien sûr. Plus politique, je pense, que économique. Ouais. Parce qu'effectivement, l'État pourrait, comme aux États-Unis, certains États le font, légaliser, même faire la publicité de la production, de la consommation du cannabis et gagner de l'argent. Il y aurait surtout moins de dealers quand on voit tout ce qui se passe à Rennes. Je pense que c'est plus au niveau de la cocaïne, peut-être qu'il y a du trafic. Mais au niveau des... Enfin, moi j'étais soignante, c'est vrai qu'au niveau des soins, je pense que si on donne cet accès aux soins, aux patients, ça peut déjà faire de grandes avancées en fait. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est... en France, on est quand même en retard par rapport même à, par exemple à la Belgique, enfin d'autres époques. Est-ce que le fait que ce soit des femmes, je sais pas... Pardon. Vas-y. Non, vas-y. Parce que je me disais, je sais pas comme ça que pour les hommes, être en prison, ça pouvait être quelque chose d'un peu viril et de... Est-ce que ça leur enlève de la féminité ou est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui ressort oui, il y a carrément quelque chose comme ça. Pour les hommes, alors pas pour toutes les affaires, mais en effet, la casse-prison, ça peut être valorisant parce qu'il y a ce côté viril. Mais comme je le disais tout à l'heure, pour les femmes, comme on sort du stéréotype de ce que devrait être une femme, au contraire, ça les... alors déjà, elles-mêmes, elles ont l'impression d'être sorties de ce qu'elles devraient être, parce que les stéréotypes jouent sur elles-mêmes aussi souvent. Donc elles-mêmes, d'abord, elles se culpabilisent énormément. Elles se disent... ouais, j'ai tout raté, je suis pas une bonne femme, je suis pas une bonne mère, je suis pas une bonne épouse parce que je suis en prison. Et puis après, c'est au moment de leur sortie, hein, c'est vraiment c'est compliqué pour elles, surtout que maintenant elles existent dans l'espace numérique énormément lié à la médiatisation de leur affaire, souvent. Et ça, quand on tape leur nom sur Internet, il y a des dizaines de pages sur tous les articles qu'il y a eu au moment de leur procès. Et ça, c'est hyper dur pour elles de se faire oublier. Ça, c'est un nouveau poids qu'elles portent depuis l'avènement d'Internet. C'est qu'elles n'ont plus de droit à l'oubli, elles. Alors, pour les hommes, c'est la même chose, hein, pour le coup. Mais sur le genre, sur le fait que peut-être par rapport
je sais pas, mais que pour un homme ça le rendrait plus masculin, ou tu vois, et qu'une femme du coup, ça la rendrait moins féminine. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ce qu'elles expliquaient, c'est ce que dit Louise et c'est ce que disaient les filles à Rennes aussi, c'est que quand il y a un procès d'un homme médiatisé, presque à chaque fois il reçoit énormément de courriers de femmes qui ne le connaissent pas pour commencer une correspondance avec lui ou une relation, venir le voir en parloir. C'est vraiment... ouais. Et là, on voit que justement, les stéréotypes virilistes marchent à plein. Et que le caïd, ça... Le bad guy. Ouais, le bad boy, ça génère encore de l'envie pour certaines femmes. Mais alors les femmes qui étaient en prison à Rennes, elles me disaient mais nous, mais jamais de la vie. Il n'y a jamais personne qui nous écrit après pour nous dire mais trop bien, t'es une super... Ah non, pas du tout, c'est l'inverse. T'es un monstre, qui voudrait être avec toi maintenant que t'es capable de faire des trucs comme ça. Non, tu sors de ce qu'on attend de toi en tant que femme, donc t'es plus du tout sur le marché de la bonne meuf, quoi. Non. Ah non, c'est... Sur les trucs de genre, là j'avais une question, mais du coup j'ai pas lu le livre, donc si ça se trouve, il y a une réponse dedans, je sais pas. Mais est-ce qu'il y a des pays dans le monde où les femmes trans arrivent à être incarcérées dans les quartiers femmes, dans les prisons femmes? Quasi pas. Nulle part? Non, ouais. Quasi pas. Alors là, vraiment, pour les personnes trans, l'incarcération c'est hyper violent, parce que... souvent c'est des personnes qui sont mégenrées pendant leur incarcération, qui n'ont pas accès à leur traitement. Donc je crois qu'il y a eu des cas particuliers dans certains pays où des personnes ont réussi à faire valoir leurs droits, mais pas à un niveau général. Enfin, il y a, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, il n'y a pas de pays qui protège les droits des personnes trans en détention. Ça, c'est vraiment la minorité dans la minorité qui est très maltraitée. Vous dites à un moment donné, je crois que la prison n'a pas toujours existé. Je voudrais savoir à titre personnel, est-ce que vous seriez pour l'abolition de la prison? Est-ce que je vais m'exprimer là-dessus dans une vidéo si je veux retourner faire les ateliers en prison? Alors je botte en touche. Ah ouais, d'accord. Dommage. Tout est permis, sont des cas libertaires. Ce que j'ai trouvé intéressant dans les choix des témoignages, c'est aussi que c'était par thème, enfin c'était par pays, voilà. Mais on pouvait retracer un sujet en fait en particulier. La première, je crois, indonésienne est dans le couloir de la mort. Donc c'est la question aussi de la peine de mort, oui, tout à fait. Qui est adressée. Il y a la question d'avoir des bébés en prison, qui est adressée. Il y a la question des femmes mineures enfermées au Mali. Voilà, il y a la question de l'enfermement des personnes qui ont des troubles psychiques, mentaux, quoi. On se rend compte que c'est quand même c'est des approches aussi multifactorielles dans les choix qui ont été faits. Oui. Je trouve ça très riche. Et dans chaque récit, alors il y a plein de choses qui se passent dans chaque récit, mais à chaque fois j'ai essayé de tirer un petit focus que chaque récit donne matière à réflexion sur des cas aussi particuliers qui questionnent. Et puis il y en a, j'aurais pu faire 4-5 focus pour chaque récit, mais ah ouais. Oui, parce qu'il y a plein de questions que ça pose, mais l'enfermement des enfants, ça c'est vraiment une question super épineuse, parce que c'est vraiment là encore à géométrie variable selon les pays. Alors j'oublie tout le temps si c'est la Norvège. C'est la Norvège. Ah, merci. La réponse était dans la vidéo. Ah ouais, parce que j'arrive pas, et puis maintenant j'ai bloqué là-dessus, je sais jamais si c'est la Norvège ou la Suède, donc c'est la Norvège, je vais essayer de me rappeler maintenant. Donc la Norvège est le seul pays qui a décidé de ne pas accueillir, de ne pas recevoir d'enfants en prison. Eux ils disent que c'est pas possible. Et sinon, une femme
peut rester avec son enfant en prison selon les pays, en gros de 18 mois jusqu'au des fois 7 ans de l'enfant. Et alors c'est épineux parce que on peut bien comprendre que maintenir un lien mère-enfant c'est intéressant pour l'enfant et la mère, mais incarcérer des enfants libres, c'est quand même une sacrée responsabilité. Et puis, encore une fois, quand on parlait de stéréotypes de genre tout à l'heure, pourquoi les nurseries ne sont que dans les prisons de femmes, et pourquoi la question de la parentalité des détenus hommes ne se pose jamais en fait? Pourquoi on fait comme si ça n'existait pas? Pourquoi les pères détenus alors que... Ça devrait être un droit aussi pour eux de pouvoir recevoir... Bien sûr. Et puis il y a beaucoup de prisons dans le monde où les femmes n'ont accès à aucun type de formation, mais juste une nurserie. Donc là, on les renvoie encore à leur rôle maternel, alors que souvent, ce qui les a poussées en prison, c'est qu'elles manquaient d'argent, et qu'une formation pour accéder à un emploi, ce serait pas de trop, quoi. Donc, ouais, est-ce que, quand prison des hommes, un détenu peut accueillir, donc, s'il marie sa femme, est-ce que la mère peut venir avec les enfants au parloir ou pas? Alors, j'imagine que oui. Par exemple, à la prison des femmes de Rennes, il y a ce qu'on appelle des UVF, des unités de vie familiale. Donc, ce sont 2 petits appartements à l'intérieur de la prison pour que les détenus qui n'ont pas encore de permission de sortie puissent accueillir des membres de leur famille de quelques heures jusqu'à 24 heures ou 48 heures de mémoire. Donc, si ça existe... À Rennes, je pense que ces UVF-là, elles existent dans des prisons d'hommes aussi. Pour ceux qui n'ont pas encore de permission familiale, en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions, partages? Oui. Ouais, moi, je voudrais revenir au moins sur un cas, mais si j'ai bien compris, c'est pas le seul véritablement, c'est la détenue japonaise. Et ce qui m'a frappé dans ce témoignage que vous rapportez, c'est la logique pratique de cette femme et le fait qu'elle raisonne et elle calcule le pire, le moins pire. Qu'est-ce qui est le pire, qu'est-ce qui est le moins pire, compte tenu de la situation. Donc derrière, il y a quelque chose comme des stratégies de survie. Dans le cas de cette personne, finalement, la prison, c'est mieux qu'avant. Et tout ça parce que dans ce système de systèmes, il y a des microsystèmes qui donnent plus de marge de manœuvre et donc de liberté, si on peut dire, ouais, de liberté, d'action, qu'avant. Qu'avant, dans sa famille, c'est encore pire la famille, où ce qui attend cette femme une fois qu'elle a dépassé l'âge de péremption et qu'elle risque de se retrouver à la rue, comme pas mal de vieux au Japon. Hein. Bon, comme vous l'avez dit aussi, c'est un cas. Bon, tous les gens au Japon, toutes les femmes prisonnières au Japon ne connaissent pas le même parcours, mais bon, ça peut être le symptôme de quelque chose. Même si c'est pas un échantillon représentatif, ça dit quelque chose, en tout cas ça pose question. Ça l'est en l'occurrence parce qu'il y a une augmentation nette des femmes seniors incarcérées au Japon pour des vols à l'étalage. Je vous disais, donc oui, c'est le symptôme de quelque chose. Donc il y a des pratiques, un répertoire d'action qui fait que ces femmes choisissent. Alors, elles ont peu de choix, mais elles vont se dire que bon, il n'y a plus que ça, et ça sera mieux qu'avant. Alors, est-ce que il n'y a pas les mêmes composantes, les mêmes éléments logiques dans d'autres situations qu'au Japon? Qu'au Japon. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ces calculs-là de la part d'autres femmes que vous avez pu rencontrer comme ça? Je réfléchis.
j'en ai pas rencontré tant que ça, non. Non. Alors, dans le témoignage de Ina, en Nouvelle-Zélande, elle évoque un peu ça par rapport à ses addictions. Elle dit que quand elle est en détention, il y a un cadre et surtout, elle est sobre et ça l'aide à vivre, alors que dès qu'elle ressort, elle reconsomme. Donc, il peut y avoir ça par rapport à la sécurité du cadre carcéral et l'absence de consommation de drogue. Et ça c'est pas la seule à en avoir parlé. Et je pense à ça parce que quand j'étais à la prison de Rennes, des femmes m'évoquaient aussi le fait que quelque part c'est plus facile d'être en prison. C'était lié aussi à des dépendances à l'alcool et que l'autre raison qui me vient en tête, que j'ai entendue plutôt dans des pays européens, c'est des femmes qui trouvent un collectif en prison, là où elles sont par ailleurs très isolées dans leur vie dehors. Et qu'elles préfèrent le collectif prison à l'isolement de la liberté. Donc il y aurait un appui pour renforcer ou transformer dans ce sens-là, renforcer ces composantes pour éviter que ce soit seulement punitif, parce qu'on sait que c'est contre-productif de toute façon. Et moi j'aurais encore deux questions. Celle du trafic. Parce que là, au niveau social, mais il y a un certain nombre de ces femmes qui ont une expérience d'économie parallèle, comme on dit, d'économie complémentaire, disons. Et puis en prison, il y a également du trafic. Ah oui. Vous n'en avez pas parlé, mais bon, il y a aussi, c'est aussi une forme d'activité. Et donc là, avec le risque du point de vue de la récidive, que la récidive serait déjà là, puisqu'il y a déjà on cultive un savoir-faire, on cultive une socioculture économique de trafic avant d'aller en prison, et sans doute, alors là, en retrouvant la liberté, sans doute momentanément, puisque c'est des femmes qui sont faciles à attraper, peut-être retrouver les réseaux qui vont les accueillir pour continuer le changement dans la continuité. Ouais, probablement. Pour les femmes qui étaient déjà dans des histoires de trafic, oui. Oui, c'est possible. Alors après, les trafics en prison, comme vous le disiez, il y en a. Et parce que c'est pas... on parle de collectif, on parle de soutien entre les détenus, mais les rapports de pouvoir sont très présents également en prison, y compris parmi les détenus. Et voilà, elle n'y échappe pas. Et c'est sûr que... Après, j'ai l'impression... Alors, je ne sais pas si c'est biaisé, parce que moi, j'ai surtout côtoyé des détenues françaises. Pour le coup, en centre de détention, donc avec des peines plutôt longues, donc condamnées pour des crimes, et qui ne sont pas du tout dans ces logiques de trafic, et qui ne sont pas du tout non plus dans des logiques de récidive, parce qu'en général, elles ont tué quelqu'un et elles repasseront jamais à l'acte, en fait. Et donc, je pense que ce que vous dites est beaucoup plus vrai en maison d'arrêt, avec des personnes condamnées à des plus courtes peines et de la récidive de délit. Oui, c'est sûr que plusieurs, même dans le livre, elles disent en prison, on peut se faire un carnet d'adresses pour, en sortant, reprendre nos activités de plus belle. C'est vrai. Mais là, il y a une grosse différence entre les personnes condamnées pour des délits en récidive et pour des crimes, en fait. Où là, les trafics en prison, ça va être vraiment des histoires de prise de pouvoir des unes sur les autres, juste pour le moment de la détention, mais pas du tout pour la suite. Est-ce que, après avoir reçu tous ces témoignages, tu as l'impression de mieux connaître, enfin de bien connaître les systèmes carcéraux en fait des différents pays ou,
De mieux les connaître, mais je peux pas m'improviser, je suis pas une spécialiste des systèmes carcéraux. J'ai lu, j'ai réfléchi, mais je n'ai fait que recueillir 10 récits sur... non, je suis ni sociologue, ni chercheuse, ni présidente d'asso. J'ai juste une petite contribution à la réflexion. Et est-ce que tu penses malgré tout qu'il y aura des spécificités liées à l'emprisonnement, enfin des sortes de catégories en fait d'un pays à l'autre, et des pays qui fonctionneraient mieux que d'autres Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est des pays qui d'abord réfléchissent aux peines alternatives à l'enfermement. Ceux qui réfléchissent à donner des outils aux détenus plutôt que les humilier. Après, honnêtement, moi quand je suis arrivée en prison et que j'ai commencé à l'atelier Citadelle, et je crois que même en commençant le livre, j'avais pas ni l'intention ni la conscience d'avoir un quelconque discours anticarcéral. Moi je me suis... c'est juste vraiment en écoutant les femmes que je me suis dit mais ça ne marche pas. Mais j'avais vraiment, en fait, parce que je sais pas vous, mais c'est la politique carcérale du pays, c'était quelque chose dont on débat jamais. Dans des soirées, on va parler de notre système de santé, notre système éducatif, mais de notre politique carcérale, on n'en parle pas. Et du coup, on n'y réfléchit jamais, en fait. Pourtant, on la finance, cette politique carcérale. Mais moi, je pense que je partais de loin parce que j'avais jamais eu l'occasion d'y réfléchir vraiment, quoi. Et t'as pas eu de retour de l'administration pénitentiaire en France ou dans d'autres pays par rapport au livre Non, aucun. Aucun. Des articles Des articles, ouais. Oui, des articles, pas mal. Parce que du coup, il y a la logique punitive là, puis il y a la logique permettre à la personne de se reconstruire, mais il y a aussi je connais rien, mais j'ai vu un film là-dessus sur la... Je n'oublierai jamais vos visages, sur la justice restaurative. Alors c'est pas ce film-là que moi j'ai vu un film rwandais. Ah d'accord. Qui parle de plein d'expériences là-dessus. Ouais. Mais du coup, oui, apparemment, ce film-là qui est super intéressant. Ouais, il est super intéressant. Et la justice restaurative, c'est vraiment une piste, on n'en a pas parlé, mais super intéressante. Dans l'idée de réparer, de se comprendre mutuellement, d'avancer sur son chemin de compréhension et de réparation émotionnelle. La justice restaurative, c'est une super piste. Mais le principe, c'est quoi? Le principe, en fait, c'est que ce sont des groupes de parole médiatisés par des gens formés qui mettent en relation des auteurs d'une infraction avec des victimes d'une infraction et de la même infraction. Mais ce n'est pas des gens qui sont liés par la même affaire. Donc il y a par exemple, si je repense au film, il peut y avoir 3 braqueurs et 3 victimes de braquage. Et donc ils s'engagent à se rencontrer pendant 6-7 fois pour discuter, se poser des questions. Donc ça c'est la façon, le style de justice restaurative le plus répandu, notamment en France. Des personnes qui sont volontaires de chaque toujours volontaires, ouais. Après au Rwanda c'était différent parce que du coup c'était dans un village, dans une communauté assez restreinte comme ça, du coup là c'était les personnes victimes et coupables du même truc qui étaient là avec la médiation de tout le village. En fait. Ah oui, mais c'est super intéressant parce que et donc en France il peut y avoir aussi ça, mais alors là c'est vraiment en binôme, c'est une personne qui fait une demande de médiation de justice restaurative avec sa victime ou son agresseur. Et c'est plus rare, mais ça peut aussi se passer. Mais c'est plus en collectif, c'est en binôme médiatisé. Mais c'est super intéressant aussi parce que c'est la démarche collective. Et dans chaque groupe de parole, il y a un représentant de la société, un bénévole qui est juste représentant de la société, puis il y a un médiateur. Mais en tout cas, il y a l'idée
et puis dans ce que vous évoquez au Rwanda, il y a l'idée que si ce crime ou ce délit s'est produit, c'est pas seulement à cause de l'agresseur, mais ça regarde aussi la société. Comment la société a laissé ça se faire, et comme on le disait tout à l'heure, comme la réponse carcérale elle est souvent une réponse à des problématiques sociales, mais c'est hyper intéressant qu'à un moment, nous en tant que société, on se dise quelle responsabilité aussi on a dans ces histoires qui ont l'air des histoires lointaines, qui ne nous regardent pas, qui sont dont on fait des faits divers. Oui, tout à fait. Alors que ce sont des faits politiques. Et des faits sociaux. Puis un peu une idée de restaurer un équilibre, quoi, de reconstruire un truc qui fonctionne. Tout à fait, parce que là on sort de l'idée de la punition pour aller vers la reconstruction. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tout d'un coup, c'est la victime qui est au centre du cercle. C'est plus le procès de l'agresseur, parce que quand il y a procès, bien sûr, on fait le procès d'un agresseur ou d'une agresseuse, mais c'est quand même celui ou celle qui est au centre de la démarche. Et la victime on sait que la réponse judiciaire et même la réponse carcérale, elle n'est pas forcément, elle aide pas forcément la victime à se sentir mieux, mais dans ces histoires de justice restaurative, on commence par se demander en tant que société, toi victime, de quoi as-tu besoin pour aller mieux? Et je trouve que c'est un inversement de la pensée qui est très riche et fertile, quoi. Et puis qui remet la question de la privation de liberté au centre des questions politiques que la société peut se poser, quoi. Est-ce qu'il y aura, je pense, la Citadelle donc, qui s'est arrêtée, 22, 24 numéros. Oui, à peu près, c'est ça. Est-ce qu'il y a l'espoir que cette revue ressuscite Ah non, elle ne pourra pas ressusciter pour la simple et bonne raison qu'un de ses membres fondateurs de l'équipe, Alain Faure, est décédé. Et c'est aussi pour ça qu'on a arrêté le projet. D'accord. Comment les détenues femmes ont pris cette décision? C'était compliqué. Après, je vous disais, il y a une centaine qui sont passées par la rédaction. Mais elles étaient une douzaine par numéro, donc au dernier numéro elles étaient une douzaine. Après elles ont compris, on leur a expliqué, il y a plein de... voilà, mais il y a en revanche un nouveau média au centre pénitentiaire des femmes de Rennes depuis la rentrée, qui est un média épistolaire apparemment, donc qui se baserait sur un échange de lettres de correspondance mené par deux journalistes bretons. J'ai pas encore vu les premiers numéros, s'il y a eu un premier numéro, mais... ça s'appelle comment? Je sais pas comment ça s'appelle. D'accord. Mais en tout cas, c'est... Entre les détenus et l'extérieur, je pense, ouais. Je pense que c'est ça le projet. Pour publier après Probablement. Ouais, probablement. Mais les citadelles, vous pouvez encore les lire en ligne sur un site qui s'appelle citadelle.org. Ils sont toujours accessibles. C'est une belle... Forcément, le courrier, il est examiné, non, je suppose. Oui. Oui. Ah oui, tout. Ouais. Ouais. Tout est filtré, quoi. Tout. Il peut être censuré. Ou juste pas donné. Oui, juste pas donné. Caviardé ou pas donné, quoi. Pas caviardé, ils ont pas le temps. Non, non, ils ont pas le temps. Non, juste pas remis. Enfin, si c'est les journalistes qui écrivent, pas cavardier, caviarder le courrier. Je pense pas. Non, non. Si c'est dans l'échange, dans le cadre d'un atelier, en plus, non, pas du tout. Non. Nous, Citadelle, on était relus avant parution, on a été rarement censurés, mais ça nous est arrivé 2 fois. Enfin, moi, je me souviens quand j'avais été donc, il y a 30 ans, j'étais accompagné de 5-6 prisonnières, donc, détenues. Et à un moment donné, je ne sais pas comment on l'appelle, la matonne, je ne sais pas, la surveillante, elle est partie 3-4 minutes
de la bibliothèque et toutes les détenues m'ont donné des courriers, des textes qu'elles avaient écrits pour que je puisse les éditer ensuite. Ah oui. C'était... Ouais. Et donc j'ai sorti le truc. C'était des textes très très puissants. Vraiment, vraiment très puissants. Mais elles avaient sûrement préparé le coup, quoi, parce que... Oui. Et j'ai publié après. Ouais. Sans donner le nom, mais j'ai publié ensuite dans la revue que je tenais. Mais j'ai été très impressionné par leur méthode. Oui, c'est ça, leur esprit de propos. Leur opportunisme. Ouais. C'était incroyable. Et c'était des super textes. Oui, ben... Ouais, elles écrivent beaucoup pour elles aussi. Est-ce qu'elles peuvent sortir... Elles écrivent dans leur cellule, admettons. Est-ce qu'elles peuvent, une fois qu'elles ont accompli leur peine, est-ce qu'elles peuvent sortir avec ce... Ah oui, elles peuvent, oui. D'accord. Oui. Elles peuvent pas, par exemple, pas forcément, ça dépend. Sortir en permission avec le texte, quoique ça dépend des types de permission. D'accord. Mais oui, après elles ont quand même, alors là je parle de la prison de Rennes que je connais, elles ont pas mal d'opportunités pour s'exprimer dans différents ateliers. Pour celles qui veulent s'exprimer, elles peuvent. Il y a des spectacles qui viennent de temps en temps aussi. Ah oui. Ça peut être quoi, du théâtre? Ça peut être, il y a une programmation du TNB, ça peut être des concerts, des films. Après, en fait, à l'intérieur, c'est comme dehors. Il y a comme une MJC, il y aura 10% des habitants du quartier qui va la fréquenter. À l'intérieur, c'est pas davantage. C'est 10-15% des détenus qui participent aux activités de loisirs et de culture, pas plus. C'est comme dehors. Ouais, c'est vraiment un miroir de la société. En pire. Bah oui, on pourrait se dire, bien sûr, on pourrait se dire, voilà, elles saisissent de choses, elles ont le temps, c'est gratuit, non, elles n'ont pas forcément envie, elles sont pas forcément en état non plus émotionnel de se projeter dans autre chose que leur souffrance, des fois elles ont juste pas envie, ça les intéresse pas, elles préfèrent regarder la télé, il y a de tout. Est-ce qu'il y a beaucoup de TS, de tentatives de suicide? Ça, c'est des chiffres qui sont pas Dernier témoignage, je crois, c'est au Canada. Ah oui. Ah oui, si, mais il y en a. Oui, donc il y en a plus chez les hommes que chez les femmes aussi. Je ne saurais pas dire, je dirais des bêtises. D'accord. Et à Rennes? À Rennes, il y en a tous les ans. Au moins, il y en a tous les ans. Ouais. Mais c'est pareil, c'est des chiffres auxquels on n'a pas trop accès. D'accord. Mais oui, si, il y en a. À Rennes, est-ce qu'il y a des femmes de toutes les régions de France, des femmes de différents pays, qui ne parlent pas les mêmes langues, ni les mêmes dialectes, disons? Et est-ce qu'il y a à votre connaissance, excusez-moi d'en parler, des phénomènes d'apprentissage de langue? Oui, tout à fait. Oui. Il y a des cours de français langue étrangère. Il y a des enseignants qui viennent faire des cours d'alphabétisation aussi même. Et à Citadelle, on avait justement travaillé comme ça avec une enseignante sur des formats hyper courts, des brèves, des choses très très courtes pour des détenus qui étaient dans l'apprentissage non seulement du français, mais juste des démarches d'alphabétisation. Je pensais aussi à la transmission des langues étrangères, d'autres dialectes entre elles, plutôt que par les voies officielles. L'un et l'autre, c'est intéressant. J'ai pas entendu ça. Ça va souvent se jouer sur une amitié, par exemple. Une amie qui est une détenue bulgare, elle m'apprend un peu de sa langue, je lui apprends un peu de français, mais
souvent c'est plutôt des détenues françaises qui vont enseigner le français à celles qui ne parlent pas le français. C'est surtout ça ce qui se passe entre elles ce genre d'échange. Et puis pour le coup il y a un vrai soutien de l'institution sur l'apprentissage du français. Est-ce qu'il y a des détenus qui reprennent des études? Ah oui. Alors à Rennes surtout, il y a même beaucoup de femmes qui choisissent de venir à Rennes, même si elles s'éloignent de leur famille, parce qu'à Rennes, elles ont un choix d'études assez, plus grand qu'ailleurs, quoi. Parce que ça serait à l'université? Oui. D'accord. Oui, elles ont des cours à licence, distance. Maîtrise, Oui, tout à fait, licence, maîtrise, ouais. Et elles suivent des cours à distance et il y a des chargés de mission de l'université qui viennent régulièrement leur apporter les cours polycopiés, leur apporter des livres de la BU. Ouais, ça fonctionne. À Rennes, ça fonctionne bien. Et souvent, on voit moi, j'avais à Rennes croisé plusieurs détenus d'outre-mer qui sont venus à Rennes pour étudier, pour faire des études supérieures, alors que dans leur prison, on leur proposait juste un atelier couture, quoi. D'accord. Par contre, pour étudier dans une cellule, quand on est 2 ou 3, ça doit être compliqué. Alors, côté centre de détention, elles sont toutes seules dans leur cellule. D'accord. Ouais. En maison d'arrêt, donc elles sont en maison d'arrêt quand elles ont une peine inférieure à 2 ans ou quand elles attendent leur procès. Alors là, il n'y a rien. Il y a quelques activités culturelles, mais pas beaucoup. Toutes les activités culturelles et la reprise d'études, ça se fait uniquement en centre de détention quand on est condamné à plus de 2 ans et quand on a eu sa condamnation et son procès, quoi. Rien s'enclenche en maison d'arrêt, et là, en maison d'arrêt, c'est là où on est 4 par cellule et parfois 2 au milieu. Mais en centre de détention, c'est 1 par cellule. Donc, chez les femmes, hein. Je parle de chez les femmes. Le maximum dans maison d'arrêt, c'est 2 ans? Oui. D'accord. Il n'y a pas de la question de la surpopulation carcérale en France ne se pose pas pour les femmes. D'accord. Elles sont combien à Rennes? À Rennes, elles sont... alors la prison, c'est une capacité de 500 maisons d'arrêt et centres de détention, mais elles sont moins que 500. Je crois que elles sont plutôt autour de 350. C'est la seule prison des femmes en France? Alors c'est la seule prison uniquement pour femmes. Sinon, il y a des quartiers femmes dans d'autres prisons mixtes. Ce sont des prisons pour hommes avec un quartier femmes. C'est toujours des gardiennes femmes, du coup, qui... Oui, ce sont toujours des gardiennes femmes. France, en tout cas, ouais. Oui, mais sauf que tous les gradés... masculine. Bah oui. Ouais. Oui. Il n'y a aucune directrice de prison. Ah si, elle à Rennes, juste avant, d'ailleurs, la directrice qui était là ces dernières années, c'était une femme, et qui est partie l'année dernière, et je ne sais pas qui l'a remplacée. Je crois que c'est En ce qui concerne les pourcentages, si vous avez parlé d'un pourcentage 10-15% pour les activités libres, ateliers d'écriture, tout ça, et pour les cours, les gens qui... vous avez combien de personnes Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Ce serait intéressant de voir s'il n'y en a pas plus. Ah si, il y en a plus forcément que de les activités culturelles, parce que il y a entre les personnes qui font de l'alphabétisation, celles qui sont elles passent le diplôme qui est l'équivalent du bac. Vous savez qu'on peut passer en... La capacité. Ouais, c'est ça. Et donc il y en a pas mal qui passent ça. Plus les études supérieures, ça fait plus que 10-15%, ouais. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Ta venue, tes explications et ton livre, tes témoignages. Avec plaisir.